Cœur de Paris, la Tour d'Argent, l'une des adresses mythiques de la capitale, vouée à la gastronomie. Bienvenue à la Tour d'Argent. Il est midi, c'est l'heure du déjeuner dans le décor somptueux qu'offre le restaurant et sa vue imprenable sur Notre-Dame de Paris. En cuisine, le chef Philippe Labbé, tout en concentration, prépare un dessert célébrissime dans cet établissement historique. Avec sa petite poêle, comme à la maison, il fait des crêpes. Mais attention, pas n'importe quelle crêpe. Nous, on fait un dérivé de la crêpe Suzette, qui est un grand classique de la cuisine française, qui fait partie aussi de l'histoire de la maison. C'est un dessert qui a toujours 100% de réussite. Il y a le savoir-faire cuisine, mais il y a le savoir-faire salle aussi, où le service exprime son talent. Les gens sont là, waouh. Car la crêpe n'est pas servie telle qu'elle avec juste un peu de confiture ou saupoudrée de sucre. Ici, elle se produit en spectacle. Son nom de scène, c'est la crêpe Mademoiselle. Si vous permettez, pouvons-nous commencer à vous préparer les crêpes Mademoiselle? Stéphane prépare un caramel déglacé avec un sirop d'orange confite. Une touche généreuse de beurre avant d'ajouter les crêpes. Et puis là, c'est l'heure de la baignade. Faire baigner un petit peu les crêpes. Prêt pour le show, Mélodie? Les crêpes sont ensuite flambées au cognac. Avec la touche de fraîcheur en plus, un sorbet de fromage blanc préparé minute à l'azote liquide. Ça a toujours été une recette iconique, emblématique de la Tour d'Argent. La recette a évolué avec les années, avec nos convives aussi. Aujourd'hui, on a envie d'un dessert un peu plus léger, un peu plus aérien. Ça semble pas léger, mais en fait, le résultat de cette crêpe, c'est qu'on est beaucoup plus basé sur l'aromatique de l'agrumes et beaucoup moins sur le côté caramel. Une crêpe comme celle-ci, on n'existe nulle part ailleurs. Arrive le moment tant attendu. Je vous souhaite une bonne dégustation. La couleur est magnifique. Finalement, c'est quoi? De l'eau, de la farine, du beurre, de l'œuf. C'est tout simple. Et pourtant, c'est un vrai plat à lui tout seul. On ne reverra plus les crêpes de la même façon. La crêpe, tout le monde l'aime. Son parfum évoque l'enfance et la gourmandise. Ce grand classique un peu tombé dans les oubliettes de la cuisine familiale est en train de prendre sa revanche et connaît un souffle nouveau. Elle est même devenue branchée. De nouveaux concepts de restauration apparaissent entièrement dédiés à la crêpe. La star du moment, c'est le sarrasin ou blé noir. Naturellement sans gluten, riche en protéines, en fibres et en antioxydants, il revient au goût du jour grâce à la galette. En Bretagne, la farine de blé noir bénéficie désormais d'une IGP, une indication géographique protégée. Le marché de la crêpe est de plus en plus vaste. Salée ou sucrée, à emporter ou à déguster sur place, toute prête au supermarché. Dans le monde de la crêpe, on trouve les puristes accros de la tradition et les pros du business qui ont flairé le bon filon. Sur le marché de la crêpe, attention à ne pas tomber dans les pièges du marketing de ceux qui veulent simplement faire leur blé. Elle s'était un peu endormie sur ses lauriers, évincée par le burger, délaissée pour la pizza et les tacos. Pour Gérald de Nanteuil, il n'était que temps de réveiller la crêpe. Ce chef d'entreprise dirige une chaîne de restaurants qui lui est dédiée. Ce matin, il a rendez-vous avec le chef cuisinier pour évoquer les recettes prochainement à la carte. Salut Canty, comment ça va? Ça va bien?
Bon, je viens voir pour parler de la nouvelle carte. Le restaurateur revendique ici un esprit gentiment iconoclaste. La galette de sarrasin comme la crêpe, en fait c'est un produit assez merveilleux, tout le monde adore. Mais donc une œuf jambon emmental, c'est très bien, mais en fait il y a possibilité d'inventer plein de choses. Et donc c'est ce qu'on essaye de faire ici. On réinterprète, on réinvente des classiques de la cuisine française. Donc ça c'est la flamme cucheux qui est très connue dans l'est de la France. On a réinterprété un petit peu à notre façon. C'est-à-dire qu'on ne met pas du lardon par exemple, on met du bacon. Flamme cucheux ou crêpes poulet et curry façon wrap. L'idée, c'est de surprendre avec des recettes, mais aussi des visuels étonnants. Moi, ce que je veux beaucoup, c'est qu'il y ait un impact quand on voit le plat, qu'on soit, on dit, waouh, c'est vraiment sympa, quoi. Ici, la crêpe s'est offert son relooking. On essaie de travailler un peu dans toutes les dimensions parce qu'en fait une crêpe c'est en 2 dimensions en fait. C'est pas très amusant, c'est pas très fun. Alors vous voyez là on travaille les trois dimensions là. C'est plus carré, c'est rond, c'est en hauteur. Voilà. Casser les codes de la crêperie traditionnelle, côté cuisine, mais aussi côté salle. Quand on parle des crêperies, les gens n'y vont pas forcément, c'est pas un univers forcément très positif. Un côté un petit peu ringard. On a passé une étape, c'est un restaurant de crêpes. C'est un autre décor, on est dans un restaurant, c'est moderne. 60 000 personnes fréquentent chaque année un restaurant comme celui-ci. Avant de se lancer, le patron a étudié attentivement les préférences de sa clientèle. On a plutôt l'habitude de voir des crêpes bretonnes, plutôt avec l'ambiance classique de la région. Là, c'est plutôt moderne, sympathique. Il y a un petit changement dans le quotidien, je dirais. Voilà. La crêpe s'invite de plus en plus dans nos assiettes, mais aussi dans nos caddies. C'est une véritable offensive qu'elle a lancée sur les supermarchés. La crêpe industrielle grignote de plus en plus de parts de marché pour atteindre 108 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est vrai qu'en y regardant de plus près, on s'aperçoit qu'il y a pléthore. Le rayon le plus impressionnant, c'est peut-être celui du goûter. Crêpes nature, fourrées à la fraise ou au chocolat, et même avec des céréales croustillantes. On en trouve pour tous les goûts et pour toutes les bourses. Waouh, le leader du secteur qui truste le goûter, affiche 7,7 € le kilo pour sa crêpe chocolat. De son côté, Paysan Breton à 11,78 € est 2 fois plus cher que les marques de distributeurs qui proposent leurs crêpes à 6,02 € et 5,38 € pour la version low cost. Bref, l'embarras du choix et de la qualité. La folie crêpe ne s'arrête pas là. Un peu plus loin au rayon frais, les industriels ont également pensé à vous, avec la version nature à accommoder soi-même ou celle déjà garnie à réchauffer simplement dans une poêle. L'avantage, c'est qu'on voit le produit. Les mentions se veulent alléchantes, comme pour cette généreuse galette au blé noir, ou l'ajout gastronomique avec une recette au saumon fumé et émincé de poireaux à la crème. Plus pratique encore, le rayon surgelé. L'emballage est un peu moins sexy, mais les crêpes se conservent longtemps au congélateur et on peut les servir quand on veut pour un dépannage express. Une chose est sûre, la concurrence fait rage. Ce sont 300 références qui sont disponibles en supermarché. La crêpe a accédé au rang de produit de grande consommation. Si la crêpe est aussi populaire, c'est sûrement parce qu'elle fédère toute la famille. Ce week-end, chez Candido, Delphine et leurs 2 enfants, Arthur et Charlotte, c'est l'heure de la crêpe partie. C'est maman qui prépare. Tout est dans le poignet. Et c'est papa qui se dévoue pour faire sauter les crêpes. Il faut 2 choses. 2 bons bras pour la poêle et un plafond très haut. Et surtout, avoir le sens de l'humour. Non? Non, toujours pas. Hop là, ouais, pas mal. Les crêpes sont enfin prêtes. Mais la petite famille n'a pas toujours le temps de les fabriquer elle-même. Et c'est là
que les industriels en profitent pour s'inviter dans les placards. On a ça ? Ça fait un goûter facile qu'on peut emmener partout, qu'on peut mettre dans un cartable. Voilà, c'est facile, comme tous les gâteaux industriels. Les crêpes, ça fait partie des choses qu'on achète toutes prêtes. C'est beaucoup plus simple que de les faire. Regardez, ça fait 1 heure qu'on les fait, on les a toujours pas mangées et les enfants s'impatientent. Dans le réfrigérateur, les galettes toutes prêtes, repérées au supermarché. On peut mettre ce qu'on veut à l'intérieur, de la dinde, du fromage, des œufs. Ça prend 1 minute à la poêle et c'est très simple à faire. Les enfants peuvent même les cuisiner tout seuls. Et les fameuses crêpes surgelées. Donc là, j'ai des crêpes jambon et mental. Hyper simple. Vous avez déjà regardé la composition ou pas? Non, jamais. On va regarder. Alors, eau, farine. Il y a rien qui vous choque? Il y a tout le reste, quoi. Je sais pas ce que c'est, donc... Non, rien ne me choque. De toute façon, si on est choqué, on mange plus. Hein. Bon, moi, je propose qu'on aille les manger, là. Hein. Delphine ne regarde pas trop les étiquettes, mais nous avons quand même décidé de le faire pour elle. Nous avons proposé nos achats de crêpes à la nutritionniste Camille Castel. Nous voulons savoir si les crêpes sont bonnes pour notre santé et comment les choisir. Au banc d'essai, les crêpes fourrées du rayon goûter. Si on regarde exactement la composition des crêpes, elles sont à peu près similaires, sans additifs à l'intérieur, donc on va les différer avec le fourrage. Notre nutritionniste choisit de se pencher sur le cas de crêpes au caramel et céréales croustillantes. La recette contient pas moins de 30 ingrédients et affiche un taux de sucre de 36 grammes pour 100 grammes. Du sucre qui n'a pas grand intérêt pour l'organisme. En fait, c'est une crème de caramel qui est utilisée. En fait, c'est de la confiture de lait, donc du lait concentré sucré avec en plus du sucre. Donc, on commence à augmenter notre taux de sucre dans une crêpe. On ajoute également des billes qui vont être croustillantes. Qui dit croustillante dit soufflé. Qui dit soufflé dit du coup un index glycémique beaucoup plus élevé. Et donc, ça va me donner de l'énergie sur une plus courte durée. C'est un produit très calorique, on va dire que c'est une bombe calorique. Petit truc de nutritionniste, repérer les crêpes qui ont un peu de mordant. Sur ce produit, du chocolat avec des vrais morceaux de chocolat, plus l'enfant va mâcher, plus il va commencer la digestion, plus ça va du coup jouer sur sa satiété. Pour un goûter, la nutritionniste ne recommande pas plus d'1 crêpe par enfant. Il a envie d'une crêpe, d'accord, mais à ce moment-là, je vais accompagner ma crêpe avec un fruit qui va être beaucoup plus riche en fibres, qui va enchasser mes glucides et me permettre de les digérer plus doucement et du coup de tenir un peu plus au niveau de l'apport énergétique sur la durée derrière. Nous lui avons également soumis une sélection de crêpes salées, garnies au jambon fromage, la recette la plus populaire. Pour bien choisir, là encore, c'est la garniture qu'il faut regarder. Ça va être la qualité de mon jambon qui est utilisé. Donc si vous avez un jambon de qualité supérieure, généralement il y a moins d'additifs à l'intérieur qu'un jambon de qualité standard. Il peut y avoir des nitrites qui sont responsables d'apparition de cancer. Le nitrite de sodium, nom de code E250, omniprésent dans la charcuterie industrielle, fait partie des additifs alimentaires les plus décriés du moment. Ils vont servir à la coloration. Ils vont permettre également de lutter contre une bactérie qui se développe lorsqu'on conserve mal ces produits. Mais dans notre corps, les nitrites se décomposent en sels nitrés qui, eux, sont responsables de cancer du tube digestif. La nutritionniste attire notre attention sur la crêpe surgelée d'une marque de distributeur qui cumule les mauvais points nutritionnels. Vous avez 34 ingrédients. Le jambon, outre les nitrites, à l'intérieur, il est fait avec du plasma de porc. À côté de cela, la matière grasse utilisée va être de la margarine, donc un peu plus transformée avec des stabilisants. Or, les stabilisants à grande quantité vont jouer sur la perméabilité intestinale. Attention également aux astuces cosmétiques des industriels pour rendre leurs crêpes plus alléchantes. Quelque chose qu'on n'a pas vu dans les autres crêpes, c'est une pâte à crêpes qui est caramélisée pour donner une couleur marron au produit. 11% de farine de blé noir et 0,4% de farine de blé.
Donc autant dire très peu de farine, d'où l'utilisation du colorant pour mettre cet effet caramélisé, cet effet marron d'une crêpe où il y a une teneur en farine beaucoup plus élevée. On voit que l'industriel a essayé de tirer au maximum le prix vers le bas. Mais pas la qualité là. Pas la qualité malheureusement. Pas de panique, parmi les crêpes que nous avons achetées, la nutritionniste en a validé plusieurs, avec des recettes plus saines et des listes d'ingrédients raisonnables. À toujours lire avant de consommer. C'est vrai qu'avant d'acheter, on regarde plutôt côté face, les promesses de l'emballage. Comment ne pas succomber devant une crêpe qui s'appelle l'authentique ou devant cette recette traditionnelle revisitée avec gourmandise. Qui n'aime pas les œufs, le lait frais et le beurre pâtissier. Pour décrypter le marketing des crêpes, nous avons donné rendez-vous à Stéphane Guilbault, expert des questions alimentaires. Nous lui soumettons cette fois des crêpes et galettes nature. Premier constat, le marché n'échappe pas à la mode du sans gluten. On marche sur la tête avec les produits sans gluten. On enlève le blé et on met des succédanés d'ingrédients pour reproduire une recette complètement sortie du film de l'aile ou la cuisse. Là, vous voyez, j'ai de la gomme de xanthane, mais j'ai des fibres de bambou. C'est un produit qui est inventé. Parfois, on y retrouve de l'amidon de maïs. On y retrouve, qu'est-ce que j'ai, de la fécule de pomme de terre. Et en fait, ce sont des liants et des composants qui ne contiennent pas de gluten, mais qui ont des index glycémiques extrêmement élevés. Alors, je vais vous le traduire en langage très simple. Vous mangerez sans gluten, mais vous allez prendre 100 kilos en 2 mois. Parce que ces produits, en fait, sont des produits ultra transformés à partir d'amidons qui sont déjà extrêmement riches en sucre. Donc on marche vraiment sur la tête, il faut qu'ils arrêtent. Parce que je crois qu'il y a une solution. Ça s'appelle la galette ou la crêpe de sarrasin. La nature produit quelque chose de naturellement sans gluten. Plus flagrant encore, les packagings jouent à fond la carte du terroir et de la Bretagne. Il y a les crêpes de froment de Bretagne, celles estampillées produits en Bretagne ou dont le blé noir vient de moulins bretons. Vous montrez quelque chose. C'est pas prémédité, c'est que je viens de voir que j'ai un petit drapeau ici, breton. Regardez. Ils ont utilisé des codes couleurs qui rappellent énormément la Bretagne. Et puis, il y a quand même la notion de Bretagne qui est mentionnée. La Bretagne met son grain de sel, c'est pas faux, puisque en fait, c'est bien au sel de Guérande. Point final. Je pense que c'est un détail marketing qui fait oublier que le reste n'est peut-être pas de Guérande ou n'est pas de Bretagne. Ça s'appelle le détournement en marketing, c'est-à-dire qu'en fait on attire l'œil, c'est un petit peu comme les magiciens. Pendant qu'ils vous attirent sur la main gauche, ils sont en train de faire quelque chose de la main droite. Autre exemple de marketing aux accents bretons. C'est quand même subliminal, c'est qu'en fait la décoration sur la crêpe reprend les motifs du drapeau breton. Ce qui chagrine Stéphane Guilbault, c'est qu'en y regardant de plus près, aucune des crêpes ne mentionne d'origine pour les farines de blé noir. Ni française, ni bretonne, ni étrangère, ni rien. Seule une galette bio indique une provenance de l'Union européenne. Quand on a ce genre d'allusion à une région, on va jusqu'au bout. On n'utilise pas des farines de l'Union européenne. Je ne me fais pas d'illusions. C'est le propre de la logique agroalimentaire. On doit produire de grosses quantités, donc il faut trouver des tonnes régulièrement toutes les semaines. Et ça, je peux comprendre que c'est assez complexe. Et je ne peux pas leur reprocher ça. Ce que je peux leur reprocher, c'est de nous dresser des valeurs sentimentales, des symboles, qui ne sont pas forcément en adéquation avec les matières premières. Quand on se demande d'où vient la farine dans nos galettes, il suffit de se tourner vers les chiffres. 4000 tonnes environ de farine de blé noir sont produites en Bretagne sur les 12 000 consommées chaque année. La majeure partie du sarrasin que nous mangeons est importé du Canada, de Chine ou d'Europe de l'Est. Mais au fait, c'est quoi exactement le blé noir? Le blé noir ou sarrasin, originaire d'Asie, arrive en France au XIVe siècle après les croisades. En Bretagne, le climat humide et les terres acides sont propices à sa culture. Séduite par cette plante qui pousse rapidement, c'est Anne de Bretagne, au XVIe siècle, qui décide d'en semer aux 4 coins de son duché. Le blé noir devient la nourriture de base des paysans bretons. Pour tout savoir du sarrasin, nous partons à la source, en plein champ. Nous avons rendez-vous en Ille-et-Vilaine chez Fabrice Sablé, producteur de blé noir à Guillier. Aujourd'hui, il se rend dans sa parcelle en compagnie de Christine Larsonneur.
Ce n'est pas une collègue agricultrice, mais la directrice de l'association Blé Noir Tradition Bretagne, pour laquelle travaille l'agriculteur. T'en penses quoi, toi, de pouvoir récolter là? Dans 15 jours, ça sera bon. La couleur brune du champ tranche avec la verdure environnante. Et quand on y regarde de plus près, le blé noir n'a pas grand-chose en commun avec la céréale que l'on connaît. C'est une particularité en fait. C'est vrai que le blé noir, c'est pas du blé. Déjà au niveau de la floraison, ça n'a rien du tout à voir avec un épi. En fait, c'est une polygonacée qui est de la famille de la rhubarbe ou de l'oseille. Le blé noir, il se présente comme ça. On retourne le blé noir et on voit les graines qui sont accrochées derrière ici. La moissonneuse souffle les mauvaises herbes. Toutes les petites feuilles vertes, tout ça, et il ne reste plus que la graine de blé noir. Mais Christine n'est pas là pour admirer le sarrasin. Tes terres là en pH, elles sont à combien? Elles étaient à combien tes terres? L'analyse 6,1. Est-ce que tu as vu des plantes datura sur ta parcelle? Non, j'ai fait le tour dans le bas. À combien t'as semé là? Parce que je trouve ça un petit peu dense, non? T'as semé à combien là? 40 kg. 40 kg. Parce que les contrôles sont quand même assez stricts. Voilà. Si elle pose autant de questions, c'est qu'il ne s'agit pas de n'importe quel blé noir breton, mais de blé noir certifié par une IGP, une indication géographique protégée, mise en place par l'association de Christine. On est là pour regarder vraiment toute la parcelle et éviter tous les problèmes sanitaires, traitements, parce que c'est interdit dans notre cahier des charges. Parce que ça a une répercussion très importante sur la farine. La farine, elle est aussi sans produit de traitement, sans conservateur. Donc on certifie ça à un consommateur. Et donc nous, c'est la règle d'or dans notre filière, c'est d'avoir un blé noir qui est non traité à la base. L'indication géographique protégée garantit également aux consommateurs la provenance du blé et sa traçabilité sans faille, du champ à l'assiette. Ça, c'est l'étiquette ARP, la variété qu'on voit, avec un numéro qui correspond et qui doit correspondre à la facture que j'ai achetée pour semer. Là, vous êtes sur une harpe de type argenté. C'est-à-dire qu'on a gardé la variété qui existait en fait, qui était implantée en Bretagne, qui est rustique à la Bretagne en fait. La variété fait toute la différence au niveau de la farine. Ça n'a pas le même goût. On a des taux d'extraction, malheureusement, sur notre variété, qui sont moins élevés, par exemple, que des variétés chinoises ou polonaises. C'est-à-dire que nous, on est sur des taux d'extraction à 70%. Sur une variété autre que la nôtre, qui est par exemple Zita ou tétraploïde de Chine, par exemple, vous allez être sur des rendements qui sont autour de 80%. La liste des critères est longue dans le cahier des charges du blé noir certifié. Les agriculteurs comme Fabrice qui rejoignent l'IGP se posent en défenseurs du terroir breton et de l'excellence. Le blé noir, tradition Bretagne, c'est l'image de la Bretagne, la galette, les crêpes. On y tient encore à cette image-là, avec un produit contrôlé, tracé. C'est l'image de la Bretagne. Une fois moissonné, le blé noir est séché. Il est ensuite entreposé chez des stockeurs certifiés avant d'être transformé en farine. 9 meuniers bretons travaillent pour la filière labellisée. Dans la cité médiévale de Vitré, nous avons rendez-vous avec Catherine Delhommel. Elle produit sa farine dans l'un des derniers moulins traditionnels encore en activité. Le moulin de la Fatigue, fondé en 1870. Un endroit, mi-entreprise, mi-machine à remonter le temps, où tout marche parfaitement. Mis à part son moteur électrique, seule concession à la modernité, le moulin fonctionne comme au 19e siècle. Toute la journée, on emprunte ici les fameuses échelles de meunier. Donc le blé noir arrive par là, il tombe dans la trémie et il tombe dans le trieur. Il trie des choses différentes. Ça va de la paille au haricot, un peu de tout. Et le blé noir, lui, remonte à l'étage au-dessus, à l'épierreur. À l'origine, le moulin était situé en campagne et fut déménagé par son propriétaire en plein cœur de la ville. Depuis, le circuit n'a plus changé. Tout fonctionne par gravité grâce à un système d'engrenage, de poulies et de courroies. Le blé noir passe d'un étage à l'autre, monte ou descend selon les étapes.
Au troisième, un drôle d'engin trie le sarrasin de façon redoutable. C'est une table d'ancile métrique qui en fait fonctionne de gauche à droite avec un plan incliné qui fait que tout ce qui est plus lourd tombe et tout ce qui est plus léger remonte. Ce qui veut dire que la graine remonte et là il y a les petits cailloux qui peuvent tomber. Voilà. La graine de sarrasin, elle, ressort à l'autre bout de la machine. Ici vous avez le blé noir qui tombe, qui est donc épierré. Nettoyage et brossage attendent encore le sarrasin avant d'être broyé. Une longue série d'étapes qui respectent la tradition si chère à Catherine. Bah moi je me bats pour ma région, je me bats pour mon terroir. Donc c'est vrai qu'avec un process ancestral tel que le nôtre, ça fait un vrai produit d'antan. Le secret de la recette d'antan, c'est aussi l'utilisation de meules de pierre en silex. C'est elles, derrière leur coffrage en bois, qui sont chargées d'écraser la graine, comme elles le faisaient déjà il y a un siècle et demi. On produit 1 tonne 100 de farine à peu près, en moyenne, pour 10 heures de travail. Les autres moulins font ça en 1 heure. Peut-être 5 heures, mais la plupart, c'est en 1 heure, ils produisent 1 tonne de farine. Donc la meule de pierre, elle arrive à extraire vraiment toute la quintessence de la graine, toute sa richesse. Et aussi parce qu'on tourne tout doucement. Voilà, on respecte le produit, donc il n'y a pas d'échauffement, c'est complètement différent. Ce n'est pas comparable. En choisissant de conserver ce mode de production, Catherine mise sur la qualité. Cette petite pièce, qui servait encore de chambre il y a 50 ans, est utilisée aujourd'hui pour stocker la farine et la laisser reposer. La première rangée que vous voyez là correspond à l'amande, au cœur de la graine. C'est là où il y a toutes les protéines, mais il n'y a pas beaucoup de saveur dans cette farine-là. C'est une farine relativement claire par rapport à la deuxième rangée qui correspond à la peau, plus près de la peau et de l'écorce. Et c'est là qu'on a la saveur et la couleur de la farine de blé noir. Sachant qu'on ne peut pas faire de la galette rien qu'avec ça, ni rien qu'avec ça. Pour une farine complète, qui allie protéines, fibres, saveurs et couleurs, il faut mélanger l'ensemble des sacs obtenus après mouture. Nous, on écoute la graine, on attend à ce que la graine se donne jusqu'au bout. Et voilà, et si ça prend 10 minutes ou un quart d'heure de plus, on prend 10 minutes ou un quart d'heure de plus. Menée par Christine Larsonneur, l'association Blé Noir Tradition Bretagne se bat pour faire connaître la filière et sa farine auprès des consommateurs. Alors une vraie farine de Bretagne IGP, c'est assez simple. Donc voilà, donc c'est marqué sur le packaging, c'est marqué farine de blé noir de Bretagne. Et ensuite vous avez surtout, et c'est ça qui est important, le logo indication géographique protégée. C'est la reconnaissance européenne. Et sans ça, pour moi, le consommateur, c'est pas la peine, ce n'est pas du produit. Le cauchemar de Christine, ce sont les pratiques trompeuses du marché. L'association a même saisi la justice contre un meunier accusé de contrefaçon. Regardez, le paquet, c'était ça exactement. Farine de blé noir de Bretagne avec notre logo. Donc nous, on a fait une saisie pour d'abord notre logo et l'utilisation, le fait de dire voilà, c'est de la farine de blé noir de Bretagne. C'est de la contrefaçon pure et simple. D'ailleurs, c'est une saisie de contrefaçon que nous avons fait au début. Le fabricant a dû changer son étiquette, mais il a continué d'utiliser des références illégales à la Bretagne. Il peut utiliser farine de blé noir, mais pas de Bretagne. De Bretagne, c'est protégé par l'indication géographique protégée. S'il n'y a pas l'origine, la traçabilité, comment vous pouvez être sûr, vous, en tant que consommateur, qui vous certifie que c'est du breton? Il peut se permettre de faire des mélanges avec un autre blé noir d'une autre origine. D'une origine France, qui n'est pas contrôlée par notre filière non plus, et d'une origine étrangère. C'est pour ça que nous, on a une IGP, pour protéger justement, pour montrer aux consommateurs. Si on met farine de blé noir de Bretagne alors que c'est protégé, c'est intolérable. L'association a gagné le procès. Le meunier a dû tout simplement retirer le mot Bretagne. Pour Christine, défendre la farine certifiée bretonne, ce n'est pas juste défendre un business ou une image, mais offrir une garantie de qualité pour les consommateurs.
Mon produit, je le connais parce qu'on l'a contrôlé du début à la fin. En fait. De la graine jusqu'à la fabrication de farine, on ne doit avoir aucune détection de produits qui peuvent être nocifs pour la santé. Depuis 2010, date à laquelle l'IGP a été mise en place, la production de farine de sarrasin breton n'a cessé d'augmenter. L'association est même en mesure aujourd'hui de fournir les premiers industriels. Toujours en Bretagne, à une dizaine de kilomètres de Vannes, nous voici à Saint-Nolff, sur le site de l'entreprise Régalette. Plus de 80 références de crêpes et galettes garnies aux natures sont fabriquées dans cette usine. C'est ici que sont produites depuis peu les premières galettes industrielles, élaborées avec de la farine IGP. Arnaud Vermont, à gauche, dirige la société et Lionel Beau, à droite, est responsable de la production. Si tu as déjà une de finie, n'hésite pas. Dans le bureau du service recherche et développement, ce n'est pas l'heure de la pause déjeuner, mais d'une dégustation à l'aveugle. 4 galettes produites à l'usine sont testées, parmi lesquelles la petite dernière fabriquée avec la farine labellisée. Ils jugent le goût, le moelleux, mais aussi la couleur, intrinsèquement liée à la saveur. On va dire plus la coloration va être foncée, plus on va développer, dans le cas du blé noir, l'arôme vraiment typique du blé noir. L'objectif, c'est d'avoir une galette qui soit, on va dire, d'une couleur caramel, mais caramel plutôt clair. Le verdict tombe. Non, on n'a pas nécessairement sur le moelleux, on a un avis qui peut différer un peu. Couleur et goût, c'est sans appel. Voilà, sur couleur et goût, c'est vraiment les deux là qui ressortent en tête. A et B remportent les suffrages. La B, c'est la galette IGP. Elle vient de confirmer les résultats des enquêtes commandées par l'industriel avant la mise sur le marché. 80 personnes ont goûté la galette avec la farine de blé noir IGP, l'ont comparée à des galettes concurrentes qu'on trouvait sur le marché. Et les gens ont mis plutôt cette galette-là sur la première marche du podium. Donc nous, ça nous a rassurés sur le fait que la farine de blé noir de Bretagne IGP était une matière première de très bonne qualité et qu'il y avait le feu vert pour la travailler en usine. La société nous a autorisé à tourner la fabrication de la toute nouvelle galette, à condition de ne pas filmer les autres chaînes de production et celles destinées aux marques des distributeurs. Secret industriel oblige. Dans l'atelier, le patron nous explique que c'est l'aspect sanitaire de la farine qui les a séduits. Il y a beaucoup de défiance sur l'agroalimentaire aujourd'hui, sur les matières premières. Là, on a un produit qui est totalement tracé, qui a un cahier des charges qui est drastique, qui est, je dirais, même encore au-delà de ce qu'on peut trouver, par exemple, dans l'agriculture biologique. Et je pense qu'il y a beaucoup de consommateurs qui attendent ça. Sur la recette, pas de mystère. La farine est tout simplement mélangée avec du sel et de l'eau, puis battue dans un mixeur XXL. Alors cette pâte, une fois qu'elle a été mélangée, on va la laisser reposer un certain temps, qui est variable en fonction des pâtes. Et ensuite, après ce temps de repos qui sera respecté, on va la pomper pour la transférer sur les lignes de cuisson. Le secret jalousement gardé, c'est le temps de repos. Alors le temps de repos, il est propre à chaque entreprise. Donc aujourd'hui, on a des temps qui vont aller d'une demi-heure à plusieurs heures. Voilà, je ne peux pas vous en dire plus sur le temps de repos qu'on applique sur nos boîtes. Ça fait déjà partie du secret de fabrication? Oui, ça fait déjà partie du secret de fabrication. Une fois prête, la pâte est aspirée, passe dans des tuyaux, pour arriver dans la pièce d'à côté, où a lieu la cuisson des galettes. C'est vraiment des belles alvéoles. La plaque, elle est en super bon état. Là, ça en fait de l'alvéole, mais c'est absolument parfait, quoi. Des galettes bien rondes et toutes identiques, cuisent en même temps qu'elles défilent grâce à cette machine, la bien nommée manège à crêpes. C'est les machines qui ont été inventées pour reproduire le geste artisanal. Ça évite aussi de se retrouver avec 200 personnes qui vont tourner les crêpes toute la journée. De l'artisanat peut-être, mais à des cadences qui donnent le tournis. Cette machine-là, elle est sur à peu près 2500 crêpes à l'heure. À la semaine, une usine comme Régalette va sortir entre 700 000 et 1 million de pièces. Pour l'instant,
La galette à base de farine labellisée ne représente que 6% de la production de l'usine et se positionne sur le marché comme la référence haut de gamme. Reste à savoir si elle connaîtra le succès attendu. Le prix peut être un frein. Il faut que le produit soit quand même à un niveau de prix qui est acceptable pour le client. Or, la farine vaut quand même plus cher qu'une farine normale. Et je ne vais pas dévoiler les prix d'achat, mais on est à peu près à 50% de plus cher qu'une farine normale. C'est pas négligeable parce que le prix de la matière dans le prix que paye le consommateur, c'est une grosse partie. Le meilleur argument de vente serait la transparence totale sur la fabrication. Voici la seule galette industrielle qui peut afficher l'origine exacte de sa farine. 17 000 galettes ont déjà rejoint les rayons. Le marché de la crêpe industrielle ne s'était jamais aussi bien porté. Depuis 5 ans, il progresse de 3 à 5% chaque année. L'autre secteur florissant, c'est la vente à emporter. Dans toutes les villes de France, on trouve des marchands de crêpes à tous les coins de rue et en toute saison. Faites minute devant le client, elle fleure bon l'artisanat. Mais qu'en est-il vraiment du fait maison ? Pour savoir comment sont faites les crêpes, nous interrogeons en caméra discrète plusieurs marchands de la capitale en compagnie de notre expert, Stéphane Guilbault. Nous voulons savoir quels ingrédients ils utilisent pour leurs pâtes. En fait, il y a plusieurs façons de faire les crêpes. Vous, par exemple, qu'est-ce que vous mettez dedans pour la différencier des autres ? Là, j'ai pas le temps en fait. Ah ouais. Le premier vendeur nous renvoie sur son patron, qui reviendra dans un mois. Place de la Concorde, l'un des quartiers les plus touristiques de la capitale, nous tombons sur un vendeur et son cyclo-chariot. Bonjour. Bonjour. C'est vous qui l'a fait la... Enfin, pour moi, mais je sais ce qu'il y a dedans à peu près, quoi. Mais c'est de la vraie. C'est vrai. Non, d'accord. Parce que vous dites que c'est pas moi. Alors, je fais partie d'une société. Il y a un mec le matin qui bosse, qui prépare la pâte, et moi je suis là pour vendre. Merci. Il nous parle de vraies pâtes, mais pas moyen de vérifier. Ce n'est pas lui qui l'a fait. Qu'est-ce que vous mettez dans la pâte? Crêpes sarrasin, normalement, c'est du son gluten. Hein. Oui, mais vous mettez quoi dedans? C'est le matron, il prépare les crêpes salées, c'est pas Ah, d'accord. Malheureusement, les patrons ne sont jamais là. Nous n'obtenons que des réponses floues, jusqu'au moment où nous tombons sur Philippe. Bonjour. C'est-à-dire, vous, par exemple, vous mettez quoi dedans? Moi, je mets du lait, des œufs, du sucre, de la vanille. Si on met du beurre, déjà, elles seront meilleures. Et puis, voilà. Et puis, il faut la faire au lait, pas à l'eau. Lui est intarissable sur sa recette. Il nous ouvre même les portes de l'atelier derrière, où il fabrique sa pâte. Alors, on a le lait, les œufs. Philippe fait des crêpes depuis 45 ans et il n'est pas prêt de changer sa façon de faire. On mélange tout ça, la farine. On la fait tomber en flocons tout en remuant pour éviter les grumeaux. Je sais ce que je donne à manger aux gens. Et j'apprécie quand ils me disent, ben oui, effectivement, votre crêpe est très bonne. On sait ce qu'on vend. Pour le coup, c'est un réel fait maison. À savoir maintenant si on peut faire une bonne crêpe sur un beau trottoir. J'aurais cru que non, et pourtant c'est possible, on est en plein Paris, et en fait il est facile de faire une crêpe. Alors vous allez me dire, oui, mais il faut des ingrédients frais, et il faut un savoir-faire. Mais si on n'est pas crêpier, on change de métier. Parce qu'au bout d'un moment, c'est une opportunité. Les métiers d'opportuniste, c'est un peu fatigant, parce que ça détruit le métier de l'artisanat. Rien ne protège ni la recette, ni la fabrication artisanale de la crêpe. Aucun diplôme n'est obligatoire, et aucune formation n'est exigée. Mais tout le monde ne l'entend pas tout à fait de cette oreille. Ouais. Retour en Bretagne, à Rennes, à l'école des maîtres crêpiers. L'établissement propose 15 jours de formation entièrement dédiés à la fabrication des crêpes et galettes et aux 1001 façons de les cuisiner. Vous mettez là, alors des fois c'est trop long, donc vous couperez après. Hein. Vous voyez, là c'est peut-être un peu trop large. La plupart des élèves qui frappent à la porte de l'école opèrent un changement de vie radical, comme Lorraine. J'ai pas envie de me réveiller à 70 ans en me disant que j'attends encore que ma vie commence. J'ai toujours été passionnée de cuisine et j'ai décidé que cette année je me lançais. Voilà. Je viens d'avoir 40 ans. Et
nouvelle vie commence pour moi maintenant. Tu faisiez quoi avant? J'étais psychanalyste. Rien à voir. Du cabinet de psy à la crêpière, un virage à 180 degrés qu'elle n'imagine pas négocier sans une formation solide. Mais en venant ici, je me suis rendu compte que c'était plus compliqué d'être une vraie crêpière que ce que je faisais à la maison. J'avais des résultats que je n'arrivais pas à obtenir seule en fait. Et là, j'ai appris à faire. Mon mari a vu tout de suite la différence. En une semaine, j'avais un résultat plus professionnel. Avec l'exercice du jour, les élèves passent à la vitesse supérieure. Cuire non pas une galette, mais 2 en même temps. C'est un peu la pression, surtout que vous êtes là. Donc, Vous voyez un exemple de ce qu'il ne faut pas faire. Tout à l'heure, vous n'hésiterez pas à remettre un tout petit peu de pâte, toute petite goutte de pâte et vous la finissez. J'ai vraiment du mal à... Moi, j'ai tendance à avoir beaucoup de trous. En même temps, normalement, c'est ce qu'on recherche dans la région. Mais bon, le problème, c'est que c'est une galette qui va sécher plus vite. Bon, crêpe ou galette? Ah, bah ici, galette, malheureusement, ma petite dame. Vous êtes ici au Pays de Rennes, donc là, ce sera de la galette. Du sarrasin et de la galette. Si j'étais dans le Finistère, oh là, je dirais crêpe. Bien sûr. Bien sûr, je dirais crêpe sarrasin, mais je dirais crêpe. Moi, je ne vais pas rentrer dans le débat, c'est houleux. C'est des coups à se retrouver avec un pieu planté dans le dos. Ici, Pays Gallo, Haute-Bretagne, Rennes, crêpe. Crêpe quand c'est du froment et galette quand c'est du sarrasin. Elle se décolle un peu sur les bords. Je peux la décoller d'un seul coup. Il y a un contrôle qui se fait, on la laisse un petit peu décanter dans sa vapeur comme ça et on va la chiffonner. Voilà, et puis on va la déchiffonner. Et si je fais ça avec la vôtre, ça va pas être pareil. Normalement, les bords vont se casser, vont se craqueler. Gilles connaît toutes les astuces pour cuire une galette sur mesure. Par contre, votre pinceau de beurre demi-sel là, que vous allez mettre tout autour, ça va rendre les bords croustillants. Donc on sera entre le crase et le soupic. Entre quoi? Le crase? Le crase et le ça veut soupic. dire croustillant. Croustillant et moelleux. En breton. Sur ce qu'on cherche. C'est la différence. C'est un vrai métier. Si le business des crêpes génère des vocations, c'est peut-être parce qu'il s'avère très rentable. Une crêpe coûte 20 à 30 centimes seulement à produire. Et les ventes dégagent jusqu'à 80% de marge. Pour ceux qui veulent se lancer du jour au lendemain sans passer par une école, il existe d'autres solutions. À Annecy, une société fournit aux futurs crêpiers un concept clé en main pour se lancer. Ici, on trouve toute la panoplie du parfait vendeur ambulant, et notamment ces chariots exposés dans ce showroom, entièrement pensé pour transformer n'importe quel débutant en roi de la crêpe. L'un des patrons, Franck Métral, nous déroule le discours commercial bien rodé. Selon lui, l'invention phare, c'est le distributeur de crêpes. Alors l'avantage, c'est le dosage, qui est plus précis. L'avantage également, c'est d'éviter un saladier qui serait ouvert éventuellement aux bactéries, aux microbes, aux insectes. Là, tout est fermé, c'est hermétique, c'est étanche. On le remplit directement avec un bouchon. Pour optimiser chaque geste, tout est à portée de main et encastré, du tampon graisseur à la spatule, en passant par le chauffe-chocolat. Et pour faire encore plus de crêpes en un minimum de temps, il est fier de nous présenter le Nec Plus Ultra de sa gamme. Donc ce chariot est alimenté par un distributeur sur rail. Ça permet, comme ceci, d'alimenter la première crêpière et ensuite la deuxième crêpière. Donc beaucoup plus de réactivité, beaucoup plus de rendement qu'une seule crêpière. La stratégie, c'est d'exploiter le filon au maximum. Et pour ça, il a une arme fatale. Une version industrielle de la pâte à crêpes. Les ingrédients sont lyophilisés et la poudre se mélange avec de l'eau. Il faut les retrouver, tous les avantages d'une crêpe maison, c'est-à-dire la saveur, l'onctuosité, la couleur, le fait qu'elle ne cloque pas sur une crêpière, et en même temps d'avoir une facilité de mise en service et de conservation. Une préparation industrielle dont le patron se plaît à nous vanter les mérites. Celle-ci, c'est la nôtre.
Vous ne retrouverez pas cette recette-là ailleurs. Il y a d'autres recettes, mais ce n'est pas la nôtre. Et au niveau des saveurs, je pense être bien placé pour vous dire que c'est la meilleure. Et si on vous dit que ce n'est pas des vraies crêpes? Eh ben, moi, j'en dis, goûtez-la. Mais je pense qu'il faut aussi vivre avec son temps. Nous, on donne la possibilité de faire les choses simplement. Ici, tout de même, on parle plus rentabilité et vitesse que gastronomie. Avec de l'eau, de la poudre et un coup de mixeur, le tour est joué. Après, on n'a pas pour très longtemps, là vous avez vu, on n'est même pas pour 2 minutes. Et notre pâte, elle est déjà prête. Super. Ok. Ça va vachement vite. Là, c'est un gain de temps inouï, même si, par exemple, on est en perte de pâte à crêpes. On est en rupture, on prend un sachet, on le refait aussi sec. Vous versez votre pâte. Donc, et on met le petit thermomètre. Donc, distributeur prêt. On appuie. Cyril n'en perd pas une miette. Patron d'un snack dans la région, il achète déjà le mix que ses employés utilisent. Aujourd'hui, il vient apprendre lui aussi à tourner les crêpes. Une formation express proposée dans la formule. Voilà, huile. Stop, rappelle-toi mon mouvement. Tout et après, parce que le temps, c'est de l'argent. Cyril se fait rappeler à l'ordre pour accélérer la cadence. Perdre du temps, c'est risquer de perdre un client. Quand vous avez 10 personnes qui vous attendent et on fait de la vente à emporter, il faut être super rapide. Parce que les gens sont là et ils n'ont pas forcément le temps d'attendre. Pour l'instant, c'est pas gagné. Oh là là. Mais Cyril reste convaincu des avantages de la formule. Il y a un gain de temps phénoménal. On dit, ne serait-ce que, par exemple, aller chercher un métro, des œufs, de la farine, du lait et tout ça. Là, vous avez un sachet, vous rentrez encore carrément dans la réserve et en avant, feu. Non, il n'y a pas photo, c'est clair, c'est bien. On dit que c'est super. Gagner du temps et de l'argent, d'accord, mais le goût dans tout ça. Dans le centre-ville d'Annecy, nous rencontrons Meki. Il s'est lancé il y a quelques semaines dans la crêpe. Et voilà. Merci beaucoup, bonne journée à vous. Au revoir. Ici, le client choisit ses ingrédients pour garnir sa crêpe. Une version 100% street food qui bouscule pour le moins l'image traditionnelle de la crêperie. Nous, on ne voulait pas que ça soit la crêpe sarrasin typique breton, on voulait que ça soit emporté, qu'on puisse tout mettre dans une crêpe. Il n'y a pas de limite. Il y a des gens qui ont des grosses faims, qui vont se lâcher. Ceux qui sont un peu affolés du concept, c'est vrai qu'ils ne s'arrêtent pas, ils en mettent. On est arrivé à 3 viandes, on a eu lardon kebab viande hachée, on a eu 3 légumes et 3 fromages, donc c'est vrai que ça sort des sacrées crêpes. On est un peu les fous de la crêpe, justement, on met tout ce qu'on veut dedans. Meki a lui aussi opté pour la préparation toute faite. Pratique pour aller vite, surtout quand, comme lui, on est débutant. Moi qui n'étais pas du métier, tout le monde peut faire des crêpes, c'est ça qui est royal, quoi. J'aimais pas la pâtisserie, et en fait la pâte, elle m'a juste facilité mon projet. Les clients ne sont pas un peu déçus que vous ne les fassiez pas vous? Pas du tout. Au début, j'avais juste la peur qu'ils nous disent « Ouais, mais c'est pas de la vraie pâte », mais en fait, ils ne voyaient même pas la différence. Il n'y a pas de différence de goût. On a juste un gain de place, un gain d'économie, et c'est vachement plus pratique, quoi. Et voilà. Bon appétit. Merci beaucoup. Merci. Donc là, vous avez pris crêpes sucrées, chocolat blanc, Kinder Bueno, fraise tagada, chocobon, c'est bon? Oui, c'est ça. Allez, je vous la fais tout de suite. Merci. Pâte à tartiner, bonbons, barres chocolatées industrielles, mais qui ne recule devant rien et assume le concept pleinement, au risque de faire bondir les puristes et les amoureux de la tradition. La tradition, on en est loin de la Bretagne, mais on n'a pas fait la tradition. La tradition, j'étais chauffagiste, je suis devenu crêpier, donc si on écoutait la tradition, c'est sûr que c'est pas de père en fils, non. Vous allez vous fâcher avec les Bretons? Et pas leurs grands amis, ouais, ça c'est sûr. Et bon, après, c'est le business. Décomplexée et affranchie de la tradition, rien n'arrête plus la crêpe. Elle se trouve même à l'aube d'une nouvelle aventure gastronomique. Tu vois là, tu as une jolie petite huile de crêpe, chocolat. Presque comme une orchidée. Tu fais ce que tu veux avec ça après. À Paris, le chef Thierry Marx met au point les futures recettes de son prochain restaurant. Le concept, revisiter la crêpe salée et sucrée, façon cuisine étoilée. C'est une histoire assez modeste d'un produit très rural, même très ouvrier, et de se dire, quand on y ajoute de la compétence, eh bien c'est un autre terrain d'expression et ça remet tout ça en scène et en valeur. En quête d'innovation, le cuisinier a cherché les meilleures associations pour les garnitures, mais aussi pour la pâte.
C'est une sarrasin cacao, mais on fait des froment cacao aussi. On fait des petites épeautres cacao. J'adore la coloration. Je me suis lancé aussi dans cet univers de la crêpe parce que ce qui m'intéresse, c'est de donner de la mémoire à un produit. C'est éphémère. Vous mangez quelque chose, c'est éphémère. Mais comment j'en garde la mémoire? Donc la mémoire, c'est dans un jeu de texture et de température. L'épaisseur de la crêpe, sa saveur, et puis la toute petite partie cosmétique qui va venir mettre tout ça en beauté. Et question mise en beauté, la crêpe découvre un tout nouvel horizon. C'est une crêpe, ça s'appelle la mille crêpe. Et dans ce mille crêpe, il y a crème de chocolat, crème citron, crème passion, chocolat torréfié 70% et une jolie feuille d'or cacao. Ce qui fait naître le désir de manger, c'est la forme. Il n'y a pas de conflit sérieux entre le beau et l'utile. Il faut que ce soit beau. La cuisine, comme la pâtisserie, ça se regarde, ça se médite et ça se mange. Elle est pourtant si simple à la base, la recette de la crêpe. Mais elle offre d'infinies possibilités vers toujours plus de plaisir et de gourmandise. À condition peut-être de ne pas oublier que la simplicité n'exclut pas le savoir-faire, le respect du beau geste et le choix de bons ingrédients.